Oubliez un instant les murs brillants et les statues solennelles. Imaginez en revanche une scène inconfortable, presque grotesque, où un symbole du pouvoir est traîné dans des rues poussiéreuses pour devenir un objet de dérision. Ce n'est pas un corps que nous voyons d'abord, mais un signe. Ce qui hier décidait des destins est aujourd'hui réduit à un emblème d'humiliation publique. La foule rit, jette des pièces, célèbre, sans comprendre tout à fait qu'elle assiste à une leçon soigneusement orchestrée. Car ceci n'est ni un accident, ni un éclat spontané. C'est un message. Moins d'un jour auparavant, ce même signe d'autorité marquait le rythme de l'Empire d'Orient. Il suffisait d'un trait pour altérer des vies, détourner des richesses, ouvrir ou fermer les portes de la faveur impériale. Celui qui le brandissait était convaincu d'avoir maîtrisé l'art suprême, gouverner sans couronne. Flavius Rufinus croyait que le pouvoir réel n'avait pas besoin d'épée ni d'étendard, seulement de silence, de peur et d'une plume obéie. Et pendant des années, il eut raison. Mais le pouvoir, tel un vieil animal, développe des angles morts. Rufinus mesurait sa force en titres, en charges achetées et en hommes qui baissèrent les yeux à son passage. Il ne s'arrêtait jamais pour mesurer ce qui ne faisait pas de bruit. Les couloirs où les décisions étaient murmurées, les pièces où l'humiliation s'accumulait comme un poison lent. Il confondait le contrôle avec l'invulnérabilité et l'habitude avec la loyauté. Cette histoire ne commence ni par un crime, ni par une conspiration ouverte. Elle commence par une certitude erronée. La certitude que certaines figures, notamment celles reléguées en arrière-plan, ne contenaient pas, qu'elles n'étaient qu'un décor. Rufinus croyait que la biologie dictait l'étendue du pouvoir, que le genre était une limite naturelle. Ce fut son erreur la plus profonde. Pas politique, pas militaire. Une erreur d'arrogance structurelle. Alors qu'il se voyait comme l'axe de l'Empire, d'autres observaient et apprenaient. Il comprenait que la force visible laisse toujours des traces, mais que la force invisible laisse des conséquences. À Constantinople, une ville où chaque regard avait un prix et chaque silence cachait une intention, quelque chose que Rufinus ne pouvait voir était en train de se tisser. Pas avec des armées, pas avec des décrets, avec la mémoire et le ressentiment. Pour comprendre l'ampleur de sa chute, nous devons d'abord comprendre la hauteur du piédestal, d'où il est tombé. L'année est 395 après Jésus-Christ. Le monde antique retient son souffle après la mort du dernier empereur, capable de maintenir la carte unie. Le vide ne tarde pas à se remplir, mais jamais de manière propre. En Orient, ce vide devient un échiquier où tous croient jouer la partie décisive. Rufinus pensait qu'il était le joueur principal, que les autres n'étaient que des pièces. Il ne comprit pas que, parfois, les pièces observent, attendent et apprennent le moment exact pour renverser l'échiquier tout entier. Ce qui lui arriva ne fut pas simplement une élimination politique. Ce fut un avertissement théâtral, conçu pour être vu, mémorisé et craint. Avant d'arriver à ce dénouement qui secoua Constantinople, nous devons descendre dans les couches les plus profondes du pouvoir, là où l'ambition, la peur et le silence se confondent. Ce n'est qu'alors que nous comprendrons pourquoi la chute d'un seul homme se transforma en une leçon pour tout un empire. Le piédestal de Rufinus ne s'est pas élevé du jour au lendemain. Il s'est construit lentement, à une époque de transition où l'empire semblait fort par habitude, mais fragile de l'intérieur. En l'an 395, la mort de Théodose le Grand laissa plus qu'un trône vide. Elle laissa un silence inconfortable, une pause dangereuse. Le dernier homme capable de maintenir le monde romain uni avait disparu, et avec lui s'envola l'illusion de stabilité. La carte se coupa en deux, mais la véritable fracture se produisit dans les consciences. En Occident, le chaos avançait comme une marée. En Orient, Constantinople brillait encore comme le joyau du monde antique, mais sa lumière cachait de profondes ombres. C'est là, dans ce centre doré, qu'émergea Flavius Rufinus. Il n'était pas l'héritier d'une lignée vénérable, ni un héros de campagne glorieuse. Il était, avant tout, un survivant ambitieux. Un étranger qui comprit mieux que quiconque comment fonctionnaient les failles du système. Rufinus représentait une nouvelle espèce de pouvoir. Non pas celui du général couvert de poussière et de cicatrices, mais celui du bureaucrate qui ne se salit jamais les mains et qui, pourtant, décide qui tombe.
Il gravit les échelons sous la protection de Théodose, apprenant que la proximité du trône valait plus que n'importe quelle épée. Des bureaux fermés et des couloirs surveillés, il transforma l'administration en une arme. La loi cessa d'être un principe et devint une marchandise. Son gouvernement ne cherchait ni l'ordre ni la justice, il cherchait la dépendance. Chaque poste vendu créait un débiteur, chaque exil, un message, chaque faveur accordée, une chaîne invisible. Rufinus comprenait quelque chose d'essentiel. La peur n'a pas besoin de spectacles constants, seulement d'exemples ponctuels. Et pendant des années, il fut le seul à décider quand donner cet exemple. Le destin sembla lui sourire lorsque le trône oriental échut à Arcadius. Jeune, inexpérimenté, malléable. Les chroniqueurs le décrivent comme un empereur éteint, plus à l'aise à obéir qu'à gouverner. Pour Rufinus, cela n'était pas un problème, mais une opportunité parfaite. Il se présenta comme protecteur, conseiller, interprète du monde extérieur. Peu à peu, il isola le jeune souverain, filtrant les nouvelles, retardant les audiences, contrôlant les accès. L'empereur voyait l'Empire à travers les yeux de Rufinus. Ici, l'histoire cesse d'être antique et devient étrangement familière. Lorsqu'une seule voix décide quelle information parvient au pouvoir, la réalité se transforme en une version éditée. Rufinus ne se contentait pas d'administrer l'Empire, il administrait la perception de l'Empire. S'il y avait des menaces, il décidait si elles étaient urgentes ou négociables. S'il y avait des rébellions, il choisissait si elles devaient être étouffées ou exploitées. Convaincu de sa supériorité, Rufinus crut avoir dompté le système. Il ne comprit pas que chaque manipulation semait le ressentiment, que chaque porte fermée accumulait des ennemis silencieux. Le piédestal d'où il regardait le monde était haut, oui, mais il était construit sur une base érodée par le mépris et l'humiliation. Et tandis que Rufinus affinait son contrôle sur le jeune empereur, d'autres observaient depuis les ombres du palais. Des figures qui ne cadraient pas avec son idée du pouvoir, mais qui connaissaient mieux que quiconque les couloirs invisibles où se décidait l'avenir. Sans le savoir, Rufinus n'était déjà plus le seul à bouger les pièces. La domination de Rufinus ne reposait pas sur des étendards ni des victoires militaires. Elle reposait sur du papier, des sceaux et des silences. À Constantinople, la justice commença à ressembler à une enchère discrète où le meilleur offrant gagnait toujours. Les postes publics changèrent de main comme des marchandises de luxe et les provinces apprirent que les impôts ne voyageaient pas nécessairement vers le bien commun, mais vers des coffres privés soigneusement cachés, derrière la rhétorique de l'ordre impérial. Rufinus gouvernait comme un marchand d'influence à une échelle colossale. Il n'avait pas besoin de crier pour imposer la peur. Il suffisait de retarder une autorisation, de bloquer une nomination ou de suggérer à voix basse qu'une famille avait cessé d'être utile. Ce type de pouvoir est particulièrement corrosif, car il ne laisse pas de martyrs visibles. Il ne laisse que des ruines lentes, des hommes déplacés, des lignées brisées et un ressentiment qui mûrit en silence. Psychologiquement, Rufinus incarnait le prédateur administratif. Il ne cherchait ni la gloire ni la mémoire historique. Il cherchait le contrôle. Pour lui, les personnes n'étaient ni des alliés ni des ennemis, elles étaient des ressources. Et comme toute ressource, elles pouvaient s'épuiser, être remplacées ou écartées. Cette mentalité lui permit d'avancer avec une froideur que les vieilles familles sénatoriales, encore attachées à des notions d'honneur et de tradition, ne surent pas affronter. Mais il y avait quelque chose de plus dangereux dans son style de gouvernement, la normalisation de l'abus. Lorsque l'injustice devient quotidienne, elle cesse de provoquer une rébellion immédiate et commence à produire quelque chose de plus létal. Elle habitue les victimes à attendre le moment opportun. Rufinus crut que la résignation était soumission. Il ne comprit pas qu'en réalité, c'était un calcul. Le palais impérial se transforma en un espace où tous feignaient l'obéissance tout en mémorisant les griefs. Chaque sénateur ruiné, chaque magistrat humilié, chaque famille poussée à l'exil conservait une histoire que Rufinus n'entendit jamais. Car l'homme qui contrôle la parole écrite oublie souvent le poids de la mémoire orale, celle qui circule lors de dîners privés, dans les chambres, dans les cuisines servies par des domestiques qui semblent invisibles. Ici apparaît un paradoxe éternel du pouvoir. Celui qui gouverne uniquement par la peur finit entouré de silence.
Et le silence n'est pas la loyauté, c'est l'attente. En termes modernes, Rufinus avait créé un système hautement efficace, mais profondément instable. Un édifice sans renfort émotionnel, ni légitimité morale, soutenu uniquement par la coercition. Pendant ce temps, le jeune empereur Arcadius vivait de plus en plus isolé. Rufinus s'assurait que le monde extérieur lui parvenait filtré, adouci ou directement déformé. Ainsi, l'empereur commença à confondre protection et dépendance. Et cette dépendance, vue de l'extérieur, commença à ressembler à une forme de captivité élégante. Rufinus interpréta cette situation comme une victoire définitive. Il pensa avoir atteint le point où rien ne pouvait le surprendre, que tous les mouvements importants étaient sous son contrôle. Il ne perçut pas qu'en réduisant l'Empire à un système de faveurs et de châtiments, il avait allumé une volonté collective de le voir tomber, non par justice, mais par nécessité. Dans ce climat de tension invisible, la véritable conspiration ne naquit pas d'un seul cerveau ni d'une seule ambition. Elle naquit de la lassitude accumulée, de la certitude partagée que Rufinus ne pouvait plus être le centre du système. Et quand une telle idée prend dans une cour impériale, le dénouement ne dépend plus du hasard, mais du temps. L'angle mort de Rufinus ne se trouvait pas dans l'armée ni dans le trésor. Il se trouvait dans sa façon de regarder. Convaincu que le vrai pouvoir ne résidait que chez ceux qui brandissaient des décrets ou commandaient des troupes, il relégua les femmes du palais à la catégorie d'ornement. Sur son échiquier mental, elles ne jouaient pas, elles décoraient. Cette conviction, héritée d'une tradition qui confondait présence et influence, le rendit dangereusement négligent. Depuis cette fausse sécurité, Rufinus conçut son coup de maître. S'il parvenait à unir son sang à la pourpre impériale, le système serait scellé. Le plan était direct. Marier sa fille à l'empereur Arcadius et transformer sa tutelle en parenté. Il ne serait plus le préfet puissant, mais le père de l'empereur. Un mouvement simple, presque brutal par sa clarté. Dans son esprit, personne ne pourrait s'opposer à une logique aussi naturelle. Mais le palais ne fonctionnait pas en ligne droite. Il fonctionnait par des couloirs cachés, par des alliances non annoncées et par des rivalités nourries par le mépris. Et Rufinus avait méprisé la mauvaise personne. Eutrope, le grand chambellan, était un eunuque que Rufinus traitait comme un serviteur astucieux, jamais comme un adversaire. Il ne comprit pas que ceux qui vivent près du pouvoir sans l'afficher le connaissent souvent mieux que quiconque. Eutrope savait que si le plan matrimonial se concrétisait, son destin serait scellé. Il n'y aurait pas de place pour deux ombres derrière le trône. Il lui fallait une alternative, quelque chose qui briserait le schéma de Rufinus sans l'affronter de front. Et il la trouva là où Rufinus n'aurait jamais regardé, chez une jeune femme nommée Eudoxie. Eudoxie n'était pas une figure passive. Fille d'un général franc, elle avait grandi entre deux mondes. Elle portait en elle la discipline des peuples du Nord et l'éducation raffinée de la cour romaine. Elle avait quelque chose qui faisait défaut à Constantinople, une volonté visible. Eutrope comprit qu'il n'avait pas besoin d'une armée, mais d'une présence capable d'éveiller chez l'empereur quelque chose que Rufinus ne pouvait contrôler. Le mouvement fut silencieux et précis. Profitant d'une absence temporaire de Rufinus, Eutrope présenta Eudoxie à Arcadius. Il n'y a ni décret, ni cérémonie, juste une conversation, un regard, la sensation que face à lui se trouvait quelqu'un qui ne lui parlait ni comme un tuteur, ni comme un geôlier. Pour un jeune empereur habitué à obéir, cette différence fut décisive. Rufinus, étranger à tout cela, restait confiant. Il était habitué à ce que les décisions importantes ne se prennent sans lui que lorsqu'il le permettait. Il ne perçut pas l'altération dans l'air du palais, ce changement presque imperceptible qui précède les grands bouleversements. La machinerie qu'il avait construite avec tant de soin commençait à se retourner contre lui, mue par des acteurs qu'il avait écartés comme étant insignifiants. Ainsi, tandis que Rufinus célébrait une victoire qui n'existait pas encore dans les profondeurs du Grand Palais, une substitution complète du jeu se préparait. Il ne s'agissait pas seulement d'empêcher un mariage. Il s'agissait de redéfinir qui avait le droit de décider du destin de l'Empire. Et cette redéfinition n'incluait plus Rufinus. Le mois d'avril de l'an 395
se leva avec une clarté trompeuse sur Constantinople. Les rues se préparaient pour une célébration qui, en apparence, confirmerait l'ordre établi. La procession nuptiale avançait au rythme solennel des grands rituels impériaux, et Rufinus observait avec confiance. Dans son esprit, tout était décidé. Le cortège devait s'arrêter devant sa résidence, y prendre sa fille et sceller, aux yeux de la ville, l'aboutissement de son plan. Mais l'histoire s'engage rarement sur le chemin tracé par les arrogants. Le moment exact fut bref, presque imperceptible, et c'est pour cela même qu'il fut dévastateur. Les porteurs de la litière impériale passèrent outre. Il n'y eut ni annonce ni explication. Ils continuèrent simplement, tournant vers une autre résidence, vers l'endroit où attendait Eudoxie. Le sourire de Rufinus se figea. Ce ne fut pas une scène de fureur immédiate, mais quelque chose de plus humiliant, la certitude publique d'avoir été ignorée. Devant les sénateurs, les fonctionnaires et les citoyens, son autorité fut exposée comme une illusion. L'empereur s'était marié, oui, mais pas avec la fille de son protecteur. Cette déviation silencieuse fut une gifle plus éloquente que n'importe quelle insulte. Rufinus tenta de se ressaisir. Son expérience lui avait appris que le pouvoir consistait aussi à feindre le calme. Il pensa que ce mariage ne serait qu'une simple gêne domestique, une jeune femme inexpérimentée, facilement isolable, incapable d'interférer dans les affaires réelles. Dans sa logique, Eudoxie ne représentait pas une menace structurelle. Elle était tout au plus un inconvénient passager. Ce fut sa deuxième grande erreur. Dès l'instant où la couronne toucha le front d'Eudoxie, sa position changea complètement. Elle comprit que le palais n'était pas un lieu d'attente, mais d'action constante, que la survie ne dépendait pas de la patience, mais de l'initiative. Eudoxie ne tarda pas à comprendre quelque chose d'essentiel. Tant que Rufinus existerait, sa propre sécurité serait fragile. À la différence des autres acteurs de la cour, Eudoxie ne sous-estima pas le danger. Elle n'essaya ni de négocier ni d'adoucir la confrontation. Elle savait que l'homme qui avait bâti son pouvoir sur l'humiliation d'autrui n'accepterait pas de perdre sans combattre. C'est pourquoi elle commença à agir avec une détermination qui surprit même ceux qui l'avaient aidée à monter. La jeune impératrice comprit qu'elle ne pouvait affronter Rufinus sur son terrain. Il dominait l'armée, le trésor et les décrets. Elle dominait autre chose, la vie quotidienne du palais. Les espaces où l'on partageait des confidences, où l'on pleurait des injustices, où s'accumulaient des griefs. C'est là que commença à se former un pouvoir différent, plus silencieux et, à la longue, plus létal. Ainsi, le mariage que Rufinus avait méprisé se transforma en l'axe de sa ruine. Ce qu'il crut être une défaite mineure fut, en réalité, le début d'une offensive calculée. Une offensive qui ne cherchait pas la confrontation immédiate, mais l'usure constante. Car Eudoxie avait déjà appris la leçon fondamentale de Constantinople. Celui qui contrôle les affections et les ressentiments contrôle l'avenir. Le pouvoir qu'Eudoxie commença à bâtir ne s'annonçait pas par des trompettes, ni ne s'imposait par des gardes armés. Il grandissait dans les espaces où Rufinus n'avait jamais porté attention. Dans les salons privés, dans les chambres des grandes maisons sénatoriales, dans les cuisines du palais où les servantes entendaient plus qu'elles ne semblaient. Là, loin des décrets et des étendards, naquit un réseau qui n'avait pas besoin d'ordres écrits, seulement de la mémoire et d'une loyauté partagée. Eudoxie comprit que la force de Rufinus dépendait de son image d'inévitabilité. Tant qu'il paraîtrait invincible, personne n'oserait le défier ouvertement. C'est pourquoi sa stratégie ne fut pas l'attaque frontale, mais l'érosion constante. Chaque histoire d'une famille ruinée, chaque récit d'un magistrat humilié, chaque murmure sur des pots de vin et des abus était soigneusement recueilli et conservé. Non comme une vengeance immédiate, mais comme des munitions futures. Les épouses des sénateurs, jusqu'alors considérées comme des figures décoratives, devinrent des nœuds d'information. Les mères des exilés, des porteuses de ressentiments disciplinés. Même les serviteurs, invisibles aux yeux des puissants, commencèrent à faire partie d'un système qui observait chaque mouvement du préfet. Rufinus continuait à signer des décrets et à accumuler des richesses sans remarquer que le sol sous ses pieds devenait de plus en plus fragile. En même temps, Eudoxie travaillait sur le point le plus sensible du système, l'empereur Arcadius.
Nuit après nuit, sans drame ni accusation directe, elle démantelait l'image du tuteur protecteur que Rufinus avait construite. Elle lui parla de décisions prises en son nom, de portes fermées à son insu, d'un empire qui le voyait non comme souverain, mais comme un élégant otage. Elle ne sema pas la haine, elle sema le doute. Et le doute, chez un souverain insécure, est plus puissant que la peur. Pendant ce temps, en dehors des murs de Constantinople, une autre figure observait avec attention. Flavius Stilichon, général suprême d'Occident et ancien rival de Rufinus, comprenait que la permanence du préfet était une menace directe pour sa propre position. Il n'y a pas de preuve concluante d'accord formel entre Stilichon et l'impératrice. Mais l'histoire a rarement besoin de documents pour reconnaître une convergence d'intérêts. Ainsi, se forma une pince silencieuse. De l'intérieur du palais, Eudoxie affaiblissait la légitimité de Rufinus. De l'extérieur, Stilichon préparait le terrain pour un dénouement définitif. Rufinus, convaincu de son contrôle absolu, interprétait les signes de tension comme de simples bruits de fond. Il ne comprit pas qu'il n'affrontait plus des adversaires isolés, mais une volonté coordonnée de le voir disparaître. Le préfet continuait à se déplacer avec assurance, entouré d'honneurs et d'escortes. Mais cette sécurité était un écho vide. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'un point où ses titres n'auraient plus de valeur et ses alliances se dissoudraient, au moment même où il cesserait d'être utile. Le mécanisme était en marche, et personne ne pouvait l'arrêter sans s'exposer. Rufinus marchait vers son destin, convaincu qu'il avançait vers sa consécration finale. Il ne savait pas qu'en réalité, il s'enfonçait dans un piège conçu pour être exemplaire. Un piège qui ne cherchait pas seulement sa chute, mais à la transformer en avertissement. Novembre de l'an 395 arriva enveloppé d'un ciel gris, lourd, comme si Constantinople elle-même pressentait que quelque chose était sur le point de se briser. Aux abords de la ville, sur le champ de manœuvre de l'Hebdomon, une cérémonie avait été organisée qui, en apparence, célébrait l'harmonie entre l'Orient et l'Occident. Des rangs de soldats attendaient en silence, avec une discipline qui imposait le respect. Pour beaucoup, ce n'était qu'un autre acte de protocole impérial. Pour Rufinus, c'était la confirmation de son triomphe. Le préfet se dirigea vers le rendez-vous avec la sécurité de celui qui croit avoir gagné la partie avant le dernier coup. Il était vêtu avec un luxe étudié, non pour impressionner l'empereur, mais pour rappeler à l'armée qui était le véritable centre de gravité du pouvoir. Dans son esprit, ses troupes revenaient pour renforcer sa position, pour devenir l'instrument définitif avec lequel il écraserait toute résistance interne. Rufinus observa les formations et y vit de l'obéissance. Il ne perçut pas la rigidité antinaturale des gestes, ni l'absence d'enthousiasme. Il ne remarqua pas non plus que le silence n'était pas révérencieux, mais empreint d'attente. Autour de lui, les soldats ressemblaient à des statues de métal, immobiles, repliées sur eux-mêmes. C'était le genre de quiétude qui précède les événements irréversibles. L'empereur Arcadius était présent, presque perdu au milieu de l'immensité du déploiement. Sa silhouette fragile contrastait avec la confiance ostentatoire de Rufinus. Cette scène, vue de loin, semblait confirmer l'ordre habituel. Le jeune souverain en arrière-plan et son préfet avançant comme protagonistes. Mais cet ordre avait déjà été décidé ailleurs, par d'autres mains. Rufinus s'avança, se séparant de son escorte personnelle. Ce fut un geste calculé pour démontrer sa sécurité, un signe qu'il ne craignait rien ni personne. Il s'approcha du général Gainas avec un sourire mêlant suffisance et attente. Il croyait être sur le point de recevoir des honneurs. Il croyait que le moment lui appartenait. Alors, quelque chose de subtil se produisit, presque invisible pour un observateur inexpérimenté. Les rangs commencèrent à se resserrer, non pas brusquement, mais avec une précision mécanique. Un pas ici, un autre là. Un cercle qui se formait lentement, comme si le champ lui-même respirait vers l'intérieur. Rufinus interpréta le mouvement comme une marque de respect, une garde renforcée en son honneur. En réalité, c'était la fermeture d'une porte. Une porte sans charnière visible, conçue pour ne laisser aucune issue. Dans cet instant suspendu, quand l'air sembla s'arrêter, Rufinus comprit, trop tard, qu'il avait confondu le silence avec la loyauté et l'immobilité avec l'obéissance. Il n'y eut ni discours ni accusation. Elles ne furent pas nécessaires. Le pouvoir n'a pas toujours besoin de s'expliquer lorsqu'il décide de se retirer d'un homme. Le message était clair sans mots. La protection que Rufinus croyait éternelle s'était évaporée.
Son autorité, bâtie pendant des années, se dissolvait en quelques secondes. Cette scène ne fut pas seulement la fin d'une carrière politique. Ce fut une représentation calculée, pensée pour s'ancrer dans la mémoire collective. Ce qui était sur le point de se produire ne visait pas uniquement à éliminer un individu, mais à démontrer que même le plus puissant pouvait être réduit au silence lorsque l'équilibre était rompu. Et dans ce cercle qui se refermait, Rufinus cessa d'être l'architecte du destin impérial, pour devenir l'exemple que d'autres rappelleraient pendant des générations. Ce qui suivit à l'Hebdomone ne fut pas narré par les chroniqueurs avec détail, et non par manque d'intérêt, mais parce que la scène était conçue pour être comprise sans besoin de mots. La réaction de l'armée et l'immobilité de l'empereur suffirent à sceller le sens. L'homme qui pendant des années avait administré la peur comprit, en un instant suspendu, que personne n'était plus disposé à le soutenir. Le pouvoir qui ne se partage pas ne se défend pas non plus lorsqu'il tombe. La cérémonie se dissipa dans un silence dense. Il n'y eut pas de lamentations officielles ni de proclamations solennelles. Le message était déjà écrit dans l'air. L'ordre avait changé. Et comme cela arrive souvent en ces moments, la ville devint la seconde scène de la leçon. Constantinople s'éveilla à une rumeur qui courait plus vite que n'importe quel décret. La rumeur que le préfet n'était plus intouchable. Alors commença le rituel public de la dépossession. Il ne s'agissait pas de vengeance impulsive, mais de pédagogie politique. Les symboles qui avaient représenté l'autorité furent exposés pour montrer leur fragilité. Ce qui signait des décisions irrévocables fut réduit à un objet de dérision. Les rues, qui avant s'ouvraient avec crainte, se remplirent de rires nerveux et de gestes de défi. La peur changeait de propriétaire. La foule, toujours sensible au changement de vent, participa sans comprendre tout à fait la chorégraphie. Quelques jours auparavant, elle s'écartait du passage de Rufinus. Maintenant, elle se permettait de commenter, de désigner, même d'ironiser. Ce n'était pas une cruauté individuelle qui dominait la scène, mais la libération collective d'une pression prolongée. Quand l'oppresseur tombe, le peuple célèbre moins son absence que le soulagement de ne plus être observé. Le plus révélateur fut ce qui ne se produisit pas. Aucun sénateur n'éleva la voix pour défendre l'homme qui avait gouverné d'une main invisible. Aucun allié ne réclama justice, ni n'essaya de sauver sa mémoire. Les loyautés achetées par des privilèges se dissolurent avec la même rapidité qu'elles avaient été acquises. Rufinus découvrit, dans l'humiliation finale, que la peur est un contrat à durée limitée. Pendant que la ville absorbait le spectacle, un changement silencieux mais définitif se produisait au Grand Palais. Eudoxie cessa de se mouvoir dans l'ombre. Sa présence n'avait plus besoin d'intermédiaire. L'impératrice comprit que le vide créé ne pouvait rester ouvert. À Constantinople, les espaces de pouvoir n'attendent pas. Ils se comblent. La chute de Rufinus ne fut pas la fin d'une histoire, mais sa transformation. Cette journée enseigna quelque chose qui résonnerait pendant des générations. Le pouvoir peut paraître solide, mais lorsqu'il ne repose que sur la coercition, un geste coordonné suffit pour le faire s'effondrer. Et ceux qui observaient depuis les marges apprirent que même les figures les plus redoutées peuvent devenir des symboles d'avertissement. Ainsi, le nom de Rufinus cessa d'être associé à l'autorité et commença à être lié à une leçon inconfortable. Une leçon qui ne parlait ni de justice ni de miséricorde, mais d'équilibre. Car dans l'Empire, comme dans toute structure humaine, lorsque l'équilibre est rompu, la correction est rarement douce. Avec la disparition de Rufinus, beaucoup crurent que le pouvoir reprendrait son cours naturel, que le jeune Arcadius redeviendrait le centre visible des décisions et que la cour retrouverait un équilibre plus doux. Ce fut une brève illusion. Le vide laissé par une figure dominante ne reste jamais vide. À Constantinople, cet espace fut occupé par Eudoxie avec une rapidité qui désarma alliés et rivaux. L'impératrice ne gouverna ni par le doute ni par la gratitude. Elle gouverna avec la conscience que sa position était aussi fragile que l'avait été celle de Rufinus. Elle comprit que le système ne pardonne pas les hésitations, surtout lorsque celui qui commande brise des attentes culturelles profondes. Pour une femme au pouvoir, l'indulgence pouvait être interprétée comme une faiblesse, et la faiblesse comme une invitation au renversement. Eudoxie choisit de ne pas accorder cette opportunité. Même Eutrope, l'homme qui avait facilité son ascension, découvrit trop tard qu'il n'existait pas d'association permanente au centre de l'Empire. Lorsque son ambition commença à trop rappeler celle de Rufinus,
le même mécanisme qui avait détruit le préfet se réactiva. Sans drame ni explication publique, il fut écarté, dépossédé et réduit au silence. La leçon était claire. Le trône avait déjà une voix dominante. Eudoxie consolida un style de gouvernement qui ne cherchait ni l'amour ni le consensus, mais la stabilité. Elle défia généraux, ministres et même figures religieuses lorsqu'elle sentit qu'ils contestaient son autorité. Son règne ne fut pas une exception morale, mais une confirmation historique. L'ambition, l'intrigue et la disposition à utiliser la peur comme outil n'appartiennent pas à un genre, mais à la condition humaine lorsqu'elle se trouve au sommet. Les conséquences de ce tournant s'étendirent bien au-delà de la vie de ses protagonistes. En Occident, l'élimination de figures clés déclencha une chaîne de faiblesses qui allait donc finir par accélérer l'effondrement. En Orient, en revanche, l'Empire survécut. Constantinople résista pendant des siècles, soutenu par une logique dure. La stabilité s'imposait avant la compassion. Ce ne fut pas un triomphe éthique, ce fut un triomphe fonctionnel. L'histoire se souvient souvent de noms, Rufinus, Arcadius, Eudoxie. Mais sous cette surface, il y a une multitude invisible. Des femmes anonymes, des servantes, des épouses, des messagères silencieuses qui rendirent possible le réseau qui renversa un homme considéré comme intouchable. Leurs noms ne furent pas gravés dans la pierre, mais leur impact altéra le cours de l'Empire. Sans elles, la conspiration n'aurait pas existé. Et c'est là que réside l'avertissement final. Le pouvoir ne se décide pas toujours sur les champs de bataille ni dans les salles de conseil. Parfois, il se définit dans des espaces méprisés, dans des voies qui ne figuraient pas dans les registres officiels. Rufinus est tombé non seulement à cause de sa corruption, mais aussi à cause de son incapacité à voir ce qu'il considérait comme insignifiant. Eudoxie est montée parce qu'elle a su regarder là où d'autres ne regardaient là pas. Ainsi se clôt cette histoire inconfortable. Non comme un récit de justice, mais comme une radiographie du pouvoir nu. Une histoire où il n'y a pas de héros, seulement des survivants. Et où la plus grande leçon n'est pas qui a gagné, mais comment on gagne quand le système ne pardonne pas les erreurs.